Ah mince, non mais avec toutes les qualités qu'il demande, moi je serais jamais prise, hein, c'est sûr. Je peux pas passer l'entretien, j'en suis pas capable. J'aimerais donner mon avis, mais bon, ça intéressera qui? En vrai, je capte pas pourquoi c'est moi qu'ils ont choisi. Ma candidature vaut rien par rapport à toutes les autres, c'est sûr. Non, j'ai pas assez de courage pour tenter Dans ça. ce secteur, il y a que des hommes. Pourquoi ils Est-ce que je m'accepteraient? suis légitime pour dire ce que je Tous mes sais? potes sont tellement plus compétents, ça sert à rien que De toute façon, je suis pas à la hauteur, ils vont le remarquer. Essayer, risquer, entreprendre, oser. D'où tout cela part? Du fait de croire en soi, de s'estimer, de se mettre en avant. Oui, mais se mettre en avant, ça s'apprend. Je m'appelle Lily, je suis une jeune femme de 23 ans. Et alors c'est vrai, je suis à l'aise avec mon caractère, ma personnalité. Oui, je suis à l'aise avec mon... Je suis contente de mon parcours. Oui, mais pour moi, l'estime de moi, c'est pas tous les jours facile. Et puis, l'année dernière, je suis arrivée dans le monde du travail. Et là, j'y ai compris l'importance de se connaître et de s'estimer pour s'épanouir. Alors, j'ai pas pu nier l'impact qu'avait mon entourage, que ce soit dans ma vie professionnelle comme personnelle. Mais en fait, j'ai surtout réalisé l'impact qu'elle avait la vie que je posais sur moi-même, dans ce que j'entreprenais, les relations avec les autres. Alors oui, ça m'est arrivé de pas me sentir légitime, pas me sentir à la hauteur. Enfin, moi, un peu comme tout le monde, quoi. Oui, mais je me suis demandé à quel point nous sommes égales et égaux face à cela. Est-ce que ça part plus de notre éducation, de la génétique, de nos choix de vie? Ou peut-être un peu de tout finalement. Mais alors pourquoi est-ce que je suis là face à vous aujourd'hui? Je pense que la meilleure manière de vous expliquer ça, c'est de vous parler d'une étude qui a attiré mon attention. C'est une étude qui a été faite en 2002 par deux chercheurs, Guimond et Roussel. Ils ont proposé à des élèves de 14-15 ans de répondre à un questionnaire. Et le but pour eux était de s'auto-évaluer sur 15 compétences. Et pour ça, les élèves étaient répartis en deux groupes. Dans le premier groupe, l'élève devait s'auto-évaluer sur ses compétences et ensuite donner une estimation du niveau des hommes et des femmes sur ces mêmes compétences. Et puis dans le deuxième groupe, c'était à l'envers. Alors dans les compétences relatives au domaine des sciences, eh bien dans le premier groupe, lorsqu'il s'agissait de s'auto-évaluer, les garçons se sont mis la moyenne de 5 sur 7. Et puis les filles de 4,5 sur 7. Et puis dans le deuxième groupe, là les garçons se sont mis la note de 5,5 sur 7. Puis les filles de 3,4 sur 7. C'est-à-dire que en les forçant à se questionner sur le niveau des hommes et des femmes, ensuite, quand il fallait s'auto-évaluer, les filles avaient tendance à se dévaloriser. Et puis les garçons à se valoriser. Et bien voilà, c'est pour ça que je suis là face à vous. C'est pour parler de ce fait-là. Ce fait qui dit que, par-delà tous les facteurs qui influencent le caractère de chacun et chacune, dans nos sociétés occidentales individualistes, notre genre a un impact sur la valorisation que l'on a de soi. Alors la première chose que j'ai eue à l'esprit, c'est de me dire, bon, après tout, qu'est-ce que ça veut dire qu'être une femme? Eh bien, qu'est-ce qu'une femme? C'est la question que s'est posée et à laquelle a répondu Simone de Beauvoir il y a 70 ans. On se souvient de sa phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». En effet, elle a démontré dans son ouvrage Le deuxième sexe que la femme est une situation, c'est un caractère qui a été construit par la société. Le genre, qui est une variable culturelle et non biologique, est modulé par la société tous les jours. En clair, elle a expliqué qu'il n'y a rien de naturel dans cette définition de la femme et dans ce concept de la féminité qu'on connaît aujourd'hui. Et puis ensuite, j'ai découvert un essai de Manon Garcia, qui est spécialisée en philosophie féministe et qui a repris l'ouvrage de Beauvoir en se focalisant sur le fil conducteur, selon elle, c'était la soumission. Plus particulièrement, elle a mis en avant que la situation sociale qui est imposée à la femme, elle aboutit notamment à son autocensure et à la dévalorisation d'elle-même. Ainsi, elle reprend la phrase de Beauvoir et elle écrit « On ne naît pas soumise, on le devient ». Plus concrètement, elle a mis en avant une tension qui existe pour la femme entre la liberté qu'elle exerce en tant qu'être humain et la soumission qu'elle subit en tant que femme. Sympa la charge mentale, hein?
Donc moi, là, concrètement, je me pose des questions sur l'impact de mon genre, naïvement, hein, sur la valorisation de moi-même. Et en fait, je me mets à comprendre que parce que je suis une femme, je suis soumise à me dévaloriser. Cette perspective-là, je ne l'ai pas aimée, hein. Non, elle m'a énervée, elle m'a frustrée. Oui, mais en fait, en l'analysant, j'ai réalisé qu'il était fondamental pour moi que je la comprenne. Et qu'il était fondamental qu'on la comprenne toutes et tous. Parce que cette perspective, elle nous est imposée. Puis c'est bien là le problème. Oui, mais c'est aussi là la solution. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose à comprendre, c'est l'impact d'un facteur qui influence tout le monde, les stéréotypes de genre, qui découlent des normes sociales. Alors, les normes sociales, qu'est-ce que c'est? Ce sont des règles informelles qui régissent les comportements des membres d'un groupe, ce que ces membres vont pour la plupart accepter et respecter. Et on ne s'en rend pas compte, mais en fait, les normes sociales, elles ont une place énorme dans notre vie. Un exemple très concret, c'est la manière qu'on a de se dire bonjour, qui va varier selon le pays et selon la culture. Avec cet exemple, on comprend bien que en fait, les normes sociales, elles nous aident à créer du lien, elles nous aident à comprendre les membres de notre communauté. Mais malheureusement, leur ancrage dans nos vies a également ses travers. Et oui, parce qu'en fait, elle incite l'individu à la conformité plutôt qu'à la remise en question. C'est le fameux c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et cette notion-là, elle est super importante à comprendre. Dans le cas du genre, donc ça a amené au stéréotype de genre. En 1987, la psychologue sociale Alice Eagly, elle a démontré que, en réalité, c'était un ensemble de facteurs biologiques et puis de normes sociales qui ont abouti à ce qu'on appelle un rôle social de l'homme et de la femme. Un exemple de rôle social, on va le retrouver dans le cadre de la division sexuelle du travail. Oui, parce que la société patriarcale, elle s'attend à ce que les hommes occupent des postes à haute responsabilité, des postes physiques. Puis la société, elle s'attend à ce que les femmes aillent plutôt dans le secteur du soin, du service, du support. Et ce rôle social-là, ensuite, il va créer des attentes par rapport à notre genre. Et ces attentes vont former un comportement de l'homme et de la femme. Un comportement qui est censé être approprié au regard du rôle social. Mais sauf qu'on l'a dit tout à l'heure, les normes sociales, elles nous incitent à la conformité. Et c'est vrai, instinctivement, pour se faire comprendre par notre communauté, on a tout intérêt à respecter ce comportement-là et à ne pas remettre en question. Oui, sauf que dans le comportement de la femme, ce qu'on attend, c'est ce qu'on retrouve, c'est l'autocensure et la dévalorisation d'elle-même. Mais alors, comment on met ça en pratique? Je peux vous le démontrer de 3 manières. La première manière, l'enfance et l'éducation. D'un côté, on encourage les jeunes garçons à s'individualiser, à affronter activement l'extérieur. De l'autre côté, on va privilégier la prudence et la remise en question de leurs capacités aux jeunes filles. Alors, ce qu'on demande aux jeunes filles paraît plus simple, hein, et c'est vrai. Oui, mais car moins ambitieux. Et Beauvoir, elle le rappelle que les exigences auxquelles on soumet les garçons impliquent une valorisation. Et oui, car en lui inculquant la notion de virilité, mais lui, il comprend très bien ce que c'est que la puissance, l'estime de soi, et puis surtout son importance. À l'inverse, on va privilégier aux jeunes filles de se remettre en question, de se protéger, d'être passives, plutôt que de passer à l'action. Une deuxième manière de vous démontrer ça, c'est de parler des représentations des modèles féminins. Alors aujourd'hui, de nouveaux modèles nous sont proposés, c'est une très bonne nouvelle, mais malheureusement, encore aujourd'hui, il subsiste de nombreux ouvrages qui nous exposent à des filles ou à des femmes qui se suffisent à des activités futiles, à l'attente continuelle avant de trouver l'homme qui les comblera, à la passivité à côté de leur mari qui, lui, prend des décisions, réfléchit, se bat et est utile à son monde. Et puis la troisième manière, c'est le monde professionnel. Alors là, j'en ai un peu parlé tout à l'heure avec la division sexuelle du travail, mais je voulais rajouter quelques chiffres. En 2020, en France, l'INSEE a estimé que parmi les emplois de cadres et les professions intellectuelles supérieures, nous retrouvions 57% d'hommes, alors qu'au même moment, les femmes sont en moyenne plus diplômées que les hommes. En 2022, parmi les dirigeants du CAC 40, nous retrouvions 7,4% de femmes. Et le cas du monde professionnel, il est super intéressant parce qu'en fait, c'est là où on est censé faire un choix. Oui, sauf que si choisir son métier, ça peut certes partir d'une envie, mais en fait, ça dépend énormément de l'ambition qu'on nous a inculquée, de notre courage, de l'objectivation de notre potentiel à savoir faire telle ou telle tâche. Mais vous avez vu le bagage qu'elles ont, les filles, là? Le bagage qu'on leur a transmis depuis qu'elles sont nées? En leur disant de faire attention, de se remettre en question.
en leur disant jamais que c'est possible, en attribuant un rôle passif à la femme. Quel comportement lui façonne-t-on? Qu'a-t-elle en tête lorsqu'il s'agit de passer à l'action? Bah oui, manque d'estime d'elle. Bah oui, autocensure. Vous vous souvenez de ces femmes que nous avons entendues tout à l'heure? Comment peuvent-elles dire des choses pareilles à leur rencontre? Ces normes sociales-là, c'est un obstacle à l'ambition de la femme. Et ces femmes que nous avons entendues, ça peut être votre collègue, votre amie, votre amante. Peut-être même que certaines d'entre vous se sont reconnues également. Alors évidemment, toutes les situations types que je vous ai exposées, elles ne sont pas là pour énoncer des vérités éternelles et pour dire que toutes les femmes se dévalorisent et sont bloquées dans ce carcan. Non, et heureusement. Non, mais en fait, elles sont essentielles à comprendre parce qu'elles permettent de faire comprendre à chacun et chacune le fond qui est imposé à chaque femme qui arrive à l'âge adulte. Finalement, ce qu'on peut retenir de ça, c'est une citation de Beauvoir qui dit « Le drame de la femme, c'est ce conflit entre la revendication fondamentale de tout être qui se constitue comme l'essentiel et les exigences d'une situation qui la constitue comme inessentielle. » Bon, maintenant que je sais tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi ce changement de perspective? Qu'est-ce que j'ai à en gagner, moi aussi? La conclusion, c'est que parce que je suis une femme, je dépends de ces normes qui m'ont soumise à me dévaloriser. Qu'est-ce que tu as à en gagner? Mais tout. L'analyse de cette perspective, c'est une mise au profit d'une pensée de l'émancipation. La première chose à retenir, c'est que déjà, les femmes ne sont pas coupables de cette autocensure. Bah oui, on le comprend bien, nous sommes les premières victimes de cette société patriarcale qui a créé ces normes sociales. Mais le deuxième point à comprendre, c'est que ce carcan-là, c'est pas un destin inexorable. De pouvoir, elle l'a démontré, il n'y a pas de nature soumise à la femme. On ne naît pas femme, on ne naît pas soumise. Cet assujettissement, il n'est pas fatal. Alors pour vous démontrer les conséquences des normes sociales sur la vie d'une femme, et surtout la résilience qu'on peut trouver face à cela, j'ai eu l'envie de vous parler d'une histoire qui me tient tout particulièrement à cœur. C'est l'histoire d'une de mes proches, qui récemment a été recrutée à un poste à haute responsabilité. Pour ce poste, elle devait travailler d'égal à égal avec son collègue, un homme. Jusqu'ici, vous me direz pas de souci. Ouais, mais une femme, jeune en plus, ambitieuse, dynamique, qui a des responsabilités, qui prend des initiatives. Non, ça concorde pas avec son rôle passif, son rôle de second rang. Et comment on lui a fait comprendre? Rabaissement, manque de considération, harcèlement moral, harcèlement sexiste, tous les jours, pendant des mois. Comme le dit de Beauvoir, on lui a rappelé les exigences d'une situation qui la constitue comme inessentielle. Inessentielle. Voilà les conséquences de ces normes sociales sur la vie d'une femme. Mais heureusement, mon exemple ne s'arrête pas là. Ce qui m'a le plus particulièrement touchée dans cette histoire, c'est le comportement de cette femme. Car même dans les pires moments, elle savait se relever, elle savait résister. Et comment tenait-elle? Elle tenait en sachant que la norme qu'on lui imposait n'était pas fatale. Elle savait qu'elle tenait en promettant de jamais se dévaloriser. Elle a su prouver que cet assujettissement auquel la société patriarcale l'a cantonnée n'allait pas être fatal pour elle. Non, car ce sont leurs normes, mais pas les siennes. Et depuis, elle a su se relever, résister et s'affirmer. Et des exemples comme elle en sont la preuve. Ces femmes qui ne doutent pas d'elles-mêmes. Finalement, elles sont la preuve que nous en sommes toutes capables. À titre personnel, aujourd'hui dans mon métier, je travaille avec une majorité d'hommes et je dois être force de proposition, je dois prendre des initiatives. Et en fait, je me sens totalement légitime à être à ma place. Alors, oui, aujourd'hui, la liberté, elle est bien plus coûteuse pour les femmes que pour les hommes. Oui, il demande bien plus d'ambition à une femme pour oser être ambitieuse. Oui, il demande bien plus de courage à une femme pour oser être courageuse. Mais toute femme a la possibilité d'accéder à cette liberté. Toute femme a la capacité de transcender son destin en exerçant cette liberté contre lui. Comprendre ce changement de perspective, c'est comprendre l'impact de sa situation et surtout comprendre qu'une partie des solutions se trouve d'ores et déjà en nous. C'est également la fin d'une solitude. C'est réaliser que ces pensées néfastes que la femme croit singulières sont au final une réalité largement partagée. Mais que la résistance, elle concerne tout le monde. Que l'émancipation des femmes, finalement, ce n'est que sororité, fraternité, solidarité. Alors, aux femmes qui se sont reconnues aujourd'hui,
osez. Que cette prise de conscience soit le déclic devant l'émancipation qui vous attend. Et aux femmes, aux hommes et aux personnes non genrées qui les entourent, ayez conscience de ces normes auxquelles les femmes sont confrontées chaque jour. Alors, soutenez vos mères, comprenez vos sœurs, aidez vos filles. Participez à l'émancipation des femmes de ce monde pour qu'elles vous rejoignent sur l'échelle de l'égalité. Ils m'ont estimée capable, c'est que je le suis. Alors j'y vais, je fonce. Allez meuf, donne tout. Moi aussi, j'ai une idée. Elle est aussi intéressante que les autres. Et puis au pire, même si je suis pas parfaite, j'ai rien à perdre. Après tout, pourquoi pas moi ?